vrai que l'orthopédie pédiatrique, finalement, on voit bien, hein, on a commencé sur le cadre morphologique, mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, réfléchissons à quoi on sert et quelle est la fonction primordiale. Alors, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, un jour, j'avais vu une photo de quelqu'un, on aurait dû manger par la main parce qu'elle est moins près du crâne, en fait, mais en réalité, c'est dans la bouche que les fonctions vitales se font. C'est par là qu'on se nourrit. Sinon, c'est liquide parentéral, mais on se nourrit par la bouche et d'abord on se nourrit d'air et c'est l'air qui est le facteur le plus important. Et pour que l'air passe, bah, la langue, des fois, elle doit faire de la place, les dents, les mâchoires, tout est lié en fait et c'est très important. Et l'important, ça a été fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème de société. L'alimentation molle, la respiration, le nez qui est un filtre, qui est pollué, qui l'empêche de se développer, fait ouvrir la bouche, fait compenser pour survivre parfois. Et c'est la conférence que va nous faire, qu'a accepté le docteur Kerbra sur les conséquences des apnées du sommeil et qui sont vraiment cette problématique qui est liée à cette respiration qui doit se faire et qui est primordiale. J'aimais bien l'histoire de Romède qui dit il y a une priorité dans les fonctions, c'est primordial et ce qu'on a besoin de connaître, c'est les signes cliniques. Alors, le docteur Gerbois a cette particularité, c'est qu'il est un éminent orthodontiste, mais il est issu de la voie ODMF, c'est-à-dire qu'il est médecin. Et en fait, en tant que médecin, il est spécialiste en orthopédie dento-maxillofaciale, mais en réalité, l'orthopédie, on essaie aujourd'hui de tout réunir au niveau de l'orthodontie qui va de l'alignement jusqu'à l'orthodontie pédiatrique, jusqu'à l'orthodontie de l'adolescent, de l'adulte. Enfin, toute cette profession est regroupée sur un nom. Il est aujourd'hui chef du département d'ODMF de la Pitié-Salpêtrière et il a beaucoup d'implications aussi dans les sociétés d'orthodontie pour faire partager la science, pour donner son savoir. Je sais qu'il est aussi passionné que vous tous. Il sort d'une réunion, il a une réunion demain. Je remercie vraiment chaleureusement le docteur Kerbra de nous parler de ces problèmes d'apnée du sommeil chez le jeune enfant. Bonjour, merci Patrice de cette introduction. Bonjour à tous. C'est toujours un peu frustrant de faire des conférences par web parce qu'on ne voit absolument pas la salle et il manque un peu cette interaction que j'aime moi dans les conférences. Donc on va essayer de voir ensemble ce sujet un peu vaste qui est la place de l'orthodontisme finalement dans les apnées et pour ce qui nous intéresse, les apnées de l'enfant. Il faut savoir que c'est une maladie extrêmement fréquente, beaucoup plus fréquente qu'on peut l'imaginer, et que nous avons deux grandes familles de patients. Donc la maladie, elle est liée souvent à l'obésité, et notamment dans les pays anglo-saxons. Il faut savoir que la plupart des grandes publications se font aux États-Unis et que, vous le savez, le surpoids est quand même là-bas très fréquent. Il y a aussi l'hypertrophie, bien sûr, des tissus lymphoïdes, on le verra tout à l'heure, et puis une troisième partie qui sont les anomalies crânio-faciales qu'il ne faut absolument pas négliger, relativement fréquentes là aussi dans ces pathologies du sommeil. Il y a des grandes particularités par rapport à l'adulte dans la clinique, dans le diagnostic et dans la thérapeutique, on le verra tout à l'heure. Alors, l'épidémiologie, c'est quoi? C'est l'enfant d'âge scolaire. Alors, c'est vrai qu'on a, par rapport au sujet que vous avez souhaité mettre en avant, qui est entre 3 et 6 ans, effectivement, il y a un pic épidémiologique des apnées à ce moment-là. Et pourquoi? Alors là, tout simplement parce qu'il y a une grosse problématique de contenu et de contenant. Vous avez les tissus lymphoïdes qui ont beaucoup augmenté de taille, et les maxillaires qui sont encore ceux d'un enfant de 3 ans. Et donc, il y a de temps en temps cette dualité qui fait qu'il y a trop de choses dans cette petite cavité buccale et que l'air ne passe pas. Il faut savoir que ce que l'on vit dans toute cette publication internationale qui est à 1 à 4% de SAOS, en fait, honnêtement, on est plutôt autour de 10%. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de ronfleurs habituels chez les enfants et on verra pourquoi c'est sous-estimé tout à l'heure. Et il y a aussi une sous-estimation du syndrome d'apnée du sommeil. Donc, on est plutôt sur 20 à 25% de ronfleurs habituels et autour de 9 à 10% d'apnée, ce qui est énorme. Si vous prenez une classe de 30 enfants en maternelle, et ça veut dire que grosso modo, il y a 2 à 3 enfants qui font des apnées du sommeil.
vous imaginez l'ampleur épidémiologique de ce sujet. Le sexe ratio, il est à peu près de 1, il n'y a pas de spécificité chez l'enfant, alors que ce n'est pas vrai chez l'adulte. Et il y a deux grands phénotypes très, très différents. Le jeune enfant avec ses problèmes d'hypertrophie de tissu lymphoïde et le deuxième phénotype qui est les enfants un tout petit peu plus grands, autour de 8-10 ans, en surpoids. Et là, on est plutôt sur un pré-ado, ado et un adulte. Donc vraiment deux situations très différentes, à la fois sur la prise en charge et sur le diagnostic. Les conditions favorisantes, il y a les grandes anomalies crânio-faciales, le Franceschetti, le Pierre Robin. Tout ça, on n'en parle pas parce que finalement, ils sont suivis depuis leur plus jeune âge et ils sont très bien diagnostiqués, on sait qu'ils sont apnéiques. Il faut savoir aussi que dans les anomalies génétiques, la trisomie 21 est le plus grand pourvoyeur d'apnée du sommeil et des anomalies génétiques. Les autres sont plus rares. Trisomie 21, bien sûr, avec ce conflit entre une grosse langue épaisse, des tissus épais du cou et cette problématique d'un flux aérien qui a du mal à traverser. Il y a pas mal de maladies neuromusculaires aussi, les maladies de Duchenne, de Steiner, les atteintes du tronc cérébral qui donnent de grandes apnées du sommeil, et puis les autres étiologies. Et là, on est plus proche d'une clinique habituelle, d'un cabinet à la fois d'orthodontie, de pédiatrie, d'ORL. C'est l'obésité, l'obstruction nasale, la rhinite chronique. Les enfants qui ne se mouchent jamais le nez pris à longueur de temps, ça crée forcément une obstruction nasale et donc une respiration buccale et donc des problèmes de sommeil et les apnées qui vont avec. Le reflux gastro-œsophagien est aussi un facteur favorisant. Et puis, alors quelque chose de très particulier, les crampes de la face ou du cou du thorax, bien évidemment avec des problèmes de tégument. Le diagnostic, il est très différent de l'adulte. Alors moi, je suis le responsable de 2 consultations d'apnée du sommeil, à la fois à la Pitié, mais aussi au CHU de Rouen. Et je m'occupe donc des enfants et des adultes. Autant un adulte se plaint de son sommeil, autant un enfant ne se plaint jamais de son sommeil. Donc, c'est par l'interrogatoire des parents que vous allez pouvoir avoir effectivement votre diagnostic qui va être fait. Mais, et je dis un mais, les apnées surviennent en sommeil paradoxal, donc en fin de nuit. Et or, il est très peu fréquent que les parents aillent voir l'enfant en fin de nuit. Et là, je suis bloqué, ça ne passe plus. Les symptômes nocturnes, les plus implorants, le ronflement. Et le ronflement, on peut s'arrêter un tout petit peu dessus. Ce n'est pas un vrai ronflement. Et quand vous, d'ailleurs, vous interrogez les parents, ils vous disent, mon enfant, il ne ronfle absolument pas. Et là, vous lui faites cette sensation qui est d'air dans le tuyau et donc de faire un... Et là, les parents vous disent, ah, ça, il le fait. Donc, plus qu'un ronflement, c'est vraiment le bruit de l'air dans un tuyau qui vient perturber cette notion de sommeil calme. La respiration est souvent irrégulière, avec peut-être des apnées vues par les parents. Le sommeil est agité, des éveils nocturnes, signe très important, l'hypersudation et notamment de la nuque et de l'arrière de la tête, qui signe une hypercapnie et donc un problème dans le sommeil. Une position anormale de sommeil. Alors moi, j'ai une petite question que je pose toujours aux parents. La couette, elle est comment? Si commence à vous dire la couette le matin, c'est dans tous les sens. Ce n'est pas normal. Le sommeil n'est pas calme. L'enfant n'a donc pas un sommeil récupérateur. Les énurésies secondaires, il faut savoir que les apnées du sommeil sont une des premières causes d'énurésie secondaire. C'est-à-dire l'enfant a été propre et il devient énurésique. Les symptômes diurnes. L'éveil est difficile, l'enfant est irritable, asthénique, il a des fois des céphalées matinales. La somnolence peut être excessive, mais pas toujours, et très peu retrouvée chez l'enfant, alors qu'elle est quasi constante chez l'adulte. La respiration buccale, et là on est au nœud du problème. Un enfant qui respire par la bouche a forcément un sommeil qui n'est pas récupérateur. Les conférenciers avant moi, dont Patrice Félix l'a très bien expliqué, que
une respiration vocale a entraîné forcément un trouble de la position linguale. Et voilà, nous sommes dans un espèce de cercle, non pas vertueux, mais pathologique, et qui va entraîner un certain nombre de troubles. Les troubles du comportement, l'irritabilité, l'hyperactivité, il faut savoir qu'il y a une grande corrélation entre l'hyperactivité, j'allais dire médicale, ne confondons pas l'enfant mal élevé, désagréable dans le cabinet, avec un vrai hyperactif, voire de la timidité. Les troubles de l'attention, de la mémoire, ce sont des enfants qui ont énormément du mal à travailler en classe, avec des troubles de l'apprentissage, et une rupture des troubles de l'apprentissage peut être une cause de recherche d'apnée du sommeil, le retard scolaire est donc lié très souvent à un problème médical d'apnée du sommeil. Et puis, dernier, c'est la courbe de croissance qui peut être infléchie par ces apnées du sommeil, donc bien surveiller le livret médical de l'enfant. Alors, comment on fait le diagnostic? Normalement, comme chez l'adulte, on fait le diagnostic par une polysomnographie, qui est un examen de référence, qui est long et compliqué. Vous avez un enfant là avec tous ses capteurs, et surtout qui est peu disponible en France, donc il ne faut pas se leurrer. La plupart des cas d'apnée du sommeil de l'enfant ne sont pas diagnostiqués par une polysomnographie. Puis nous avons la polygraphie, beaucoup plus facile à réaliser, qui n'est pas forcément bien validée chez l'enfant, mais qui est simple, en ambulatoire, mais qui a de nombreux faux négatifs, ce qui entraîne forcément de temps en temps, quand on a des doutes, une polysomnographie de seconde intention. Il faut savoir que j'ai particulièrement beaucoup travaillé avec un petit polygraphe qui était fait par une société belge, qui avait simplement 2 capteurs, un sur le front et un sur le menton, et qui donnait la taille finalement entre le menton et le front. Il faut savoir que quand on fait une apnée du sommeil, on a un réflexe qui est que le menton s'ouvre par la respiration vocale, mais à un tresseau, et donc un signe un peu pathognomonique. Ça a le gros avantage de pouvoir être utilisé très très jeune sur des enfants de 3 à 4 ans sans aucun problème. Ça s'appelait le Wheezy. Définition du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Il faut savoir que chez l'adulte, nous n'avons pas les mêmes corrélations entre l'IH et la maladie. Chez l'enfant, on a tout de suite des 1 d'apnée du sommeil, un IH à 1, on parle déjà de maladie légère. Modéré entre 5 et 10, c'est sévère au-dessus de 10 apnées heures. Donc, on analyse le sommeil, on divise par le nombre d'heures du sommeil et on a l'indice d'apnée hypopnée. Les indications de polysomnographie, on les fait nécessairement moins de 3 ans, ça c'est pratiquement systématique, ou plus de 7 ans, donc quand on est en dehors de ce pic, quand on n'a pas d'anomalie ORL, quand on a des doutes sur l'efficacité de la chirurgie et quand on a des risques opératoires élevés, on en fait juste avant. Il n'est pas indispensable, c'est les enfants dans ce grand pic d'apnéique de 3 à 6 ans avec des symptômes évocateurs, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et l'hypertrophie des amygdales ou des végétations. Et en post-opératoire de ces mêmes enfants si on n'a pas une amélioration clinique suffisante. Et là, c'est très intéressant parce qu'on s'est aperçu que malgré la résection des tissus lymphoïdes, nous avons en post-opératoire un grand nombre de patients qui sont toujours apnéiques, même avec une amélioration clinique. Et maintenant, on est sur des protocoles qui sont vraiment pluridisciplinaires avec à la fois un geste ORL, mais aussi un geste orthodontique d'agrandissement du maxillaire par disjonction orthopédique. Le traitement il est chirurgical, on vient de voir, l'amygdalectomie, adénolectomie, efficace dans 80% des cas en l'absence d'obésité. Il est beaucoup moins efficace chez l'obèse. Alors, vous voyez tout de suite que dans les pays j'allais dire riches où l'obésité est pratiquement toujours fréquente, et bien forcément l'efficacité de cette simple amygdalectomie tombe drastiquement. Médical, par traitement de l'allergie, super important, par les ORL, de la diététique, mais aussi par la PPC quand ça devient indispensable, et notamment quand l'apnée est sévère, mais aussi, et là on intervient, orthodontique avec 2 grands traitements validés qui sont la disjonction maxillaire et la propulsion mandibulaire. Il faut savoir que ce traitement est maintenant très souvent associé au traitement chirurgical, j'allais vous dire pratiquement concomitant. La PPC, il y a peu de consensus sur l'indication, il y a des gens qui en mettent beaucoup ou d'autres beaucoup moins.
Il est efficace sur la qualité du sommeil, sur les symptômes diurnes, sur les troubles cognitifs. Et là, c'est très important. Parce que finalement, est-ce que c'est important de traiter l'apnée du sommeil? Oui. Toute la fonction cérébrale qui se forme autour de ces enfants de 2 à 5 ans est complètement, j'allais vous dire, troublée par cette hypercapnie, ce qui fait que les enfants que vous ne traitez pas ont des troubles cognitifs le plus importants avec des difficultés scolaires qui s'en ressentent. Donc c'est à la fois un problème social, un problème médical de façon à ne pas passer, j'allais vous dire, sur une construction neuronale suffisante. Donc vous voyez l'importance du traitement. Après, il y a quand même des difficultés sur ce PPC qui sont, j'allais dire, familiales, éducatives. Et puis, pour nous, orthodontistes, on a une dernière chose, c'est que vous voyez les masques, ils appuient sur le maxillaire. Donc, on a un effet anti-masque de Doller, c'est-à-dire qu'on appuie et qu'on va obliger le maxillaire à se réduire de volume. Donc, on va à l'inverse de la thérapeutique choisie, c'est-à-dire l'expansion maxillaire. Donc, on a, par la PPC, de façon iatrogène, une tendance à la rétroposition maxillaire. La prise en charge par la sécurité sociale, maintenant, elle existe. Petite étude que j'ai fait faire à Rouen sur les insuffisances transversales du maxillaire de patients présentant une apnée du sommeil. C'était fait pour vérifier le sens transversal de ces patients parce qu'on parlait tout le temps du sens sagittal. Or, je suis intimement convaincu, et cette étude l'a prouvé, que le problème n'est pas tant sagittal que transversal. Donc, on a pris des analyses de face. On a fait le rapport de Vinci qui est les orbites par rapport aux orifices piriformes. Les orbites, le biorbitaire doit faire la totalité du biorbitaire, l'index d'un tiers pour les orifices piriformes. Lorsqu'on fait le rapport d'Isard, on obtient un index qui est la moitié du bizygomatique pour la distance bimolaire. Les deux nous donnant finalement un diagnostic, le rapport orbitonasal à 33%, et bien 77% des patients apnéiques ont un rapport diminué, ce qui est assez énorme. Lorsque l'on a cette endognathie maxillaire, on peut aussi comparer les analyses alvéolaires avec le rapport arcade-face, qui est normal. Et là, on tombe à 88% des patients qui ont un rapport diminué. Donc finalement, on a à la fois des endognathies et des endoalvéolis. Donc 73% qui présentent un rapport des deux facteurs, une insuffisance transversale maxillaire totale associée. Donc, on a à la fois les endognathies maxillaires et les endoalvéolis. Ce résultat, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement qu'effectivement, c'est bien la diminution transversale du maxillaire qui est le principal stigmate de cette respiration pathologique et de cette respiration buccale. Chez l'adulte, une expansion maxillaire chirurgicale permet d'augmenter les flux nasaux, diminuer les résistances et donc favoriser la ventilation nasale. Il en est exactement pareil pour l'enfant, où la constriction, et vous voyez là des amygdales chez un maxillaire plutôt étroit, les mêmes amygdales, le même volume sur un maxillaire bien élargi, forcément, vous avez beaucoup moins de conflits. Donc, on ne construit pas la même chose sur un petit terrain que sur un grand terrain. Tout ça pour dire que la chirurgie bimaxillaire de l'adulte, finalement, il faut comprendre que chez l'enfant, c'est la disjonction orthopédique qui va nous donner les bons résultats. Et ça, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, c'est dans de multiples communications. Mais c'est vrai que c'est un traitement qui peut être contraignant, mais qui donne d'excellents résultats. Vous avez là une étude sur la réduction des résistances nasales par disjonction. Et l'expansion est le meilleur moyen de résoudre à la fois le problème anatomique et le problème fonctionnel. Parce que j'ai beaucoup entendu parler des rééducations, elle est indispensable, mais à condition d'avoir un volume osseux suffisant. Et donc une rééducation sur un petit palais, ça ne donnera jamais aucun bon résultat. Vous ne ferez pas respirer quelqu'un facilement s'il a un palais étroit. Il faut d'abord résoudre le problème anatomique, puis le problème fonctionnel. Les deux ensemble. Il y a aussi beaucoup d'études sur les propulsions mandibulaires, d'autant plus que vous le savez, 50% de la population est en classe 2 par rétrognathie mandibulaire. Donc, effectivement, ces propulseurs qui donnent d'excellents résultats chez l'adulte les donnent aussi chez l'enfant, avec une diminution, comme vous le voyez là, de façon très importante de l'index d'apnée d'hypopnée avant et après traitement. Les classes 2, l'orthopédie précoce, souvent en 2 phases, orthopédique puis fonctionnelle.
Je reviens sur la rééducation qui doit être systématique après tout traitement orthopédique, qu'il soit d'élargissement transversal ou de propulsion mandibulaire. Cette sortie d'orthopédie est des fois compliquée et c'est là où effectivement la rééducation fonctionnelle est très importante pour essayer d'avoir le moins de compensation dentaire et ne surtout pas en faire nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des petits maxillaires, on n'enlève pas des dents, on agrandit les maxillaires pour caser les dents. Ça, c'est une philosophie qu'il faut avoir. À partir du moment où on fait des compensations, on aura forcément des problèmes fonctionnels sous-jacents. Les bielles de Hertz peuvent être utilisées très jeunes. Moi, je les utilise très jeunes. Voilà une petite qui m'a été adressée pour apnée du sommeil. Vous voyez qu'elle est en classe 2 avec supraclusie totale. Et bien, au fur et à mesure qu'on a traité par propulsion mandibulaire, on a la base de langue qui s'est dégagée, la rééducation fonctionnelle a pu agir et la patiente a non seulement eu, comme vous le voyez, une occlusion beaucoup plus satisfaisante après le traitement, mais surtout, médicalement, elle était traitée pour ses apnées du sommeil. Car encore plus grave, alors la télé post-traitement par propulsion vous montre un traitement qui n'est pas fini, mais elle peut fermer ses lèvres, donc elle peut de nouveau respirer par le nez, et ça c'est capital, la position linguale est bien plus en avant, et donc forcément, elle fait beaucoup moins d'apnée. Celle-là, on faisait encore un tout petit peu en post-traitement. Voilà deux analyses téléradiographiques qui vous montrent la position mandibulaire avant et après traitement. Mais tout ça n'est pas nouveau. L'avancement mandibulaire et les voies aériennes étaient connus, et notamment avec cette très belle image de Linda Harrison en 1995, qui vous montre que l'apport d'activateur vous augmente considérablement les voies aériennes. Et puis voilà un enfant encore apnéique qui a été proposé par une hyperpropulsion mandibulaire de façon à traiter à la fois les apnées nocturnes, mais aussi du coup en croissance forcément la rétroposition mandibulaire et qui finit adolescent avec une occlusion sans aucun traitement orthopédique, juste un traitement orthopédique et qui n'a pas souhaité plus que ça, mais qui était complètement traité pour ses apnées du sommeil. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que chez l'adulte comme chez l'enfant, quand vous traitez les patients, ils sont moins demandeurs d'une perfection orthodontique puisque vous avez traité le problème médical. Et que, restons médicaux, il faut traiter le problème médical en premier. Voilà les 3 radios successives de ce patient apnéique. Les insuffisances transversales, voilà tout simplement 5 enfants d'une même consultation. Eh bien, vous voyez que le même jour, j'ai vu ces enfants, ils avaient tous un déficit transversal et tous des cernes et tous un air triste et tous un pincement du nez. Et c'est tous ces patients qu'il faut absolument, ou ces occlusions qu'il faut absolument élargir par un traitement orthopédique de disjonction, de façon à avoir une base osseuse bien plus large et donc une rééducation nasale et linguale bien plus facile. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir des orifices piriformes bien plus larges et donc une rééducation bien plus facile puisqu'il y a une proprioception. Le fixe dans le nez n'a jamais débouché un nez. Par contre, vous avez la sensation de nez débouché. Ça veut dire que si vous augmentez les orifices piriformes, l'enfant s'enfreint dans le nez et donc vous allez pouvoir le rééduquer. Rééduquer de façon passive par des appareils de type fonctionnel pour pouvoir, j'allais vous dire, boucher et monter la langue au palais, mais aussi active par un logopède ou un kiné pour vous aider à reprendre, parce que c'est des enfants qui n'ont jamais respiré par le nez. Donc ce n'est pas de la rééducation, mais c'est de l'éducation de la respiration et de la position linguale. Enfin, une dernière image qui est assez troublante, un enfant qui m'a été adressé pour apnée du sommeil. Voilà les radios, j'ai fait la disjonction. Et pendant que je faisais le ConBeam de pré-traitement, parce que j'ai un low dose, donc ça me permet de faire des télé radio face profil plus panneau en irradiant moins qu'une télé classique, je me suis aperçu que le nez droit ne respirait absolument pas. Voilà un aérophonoscope qui vous montre la narine droite en haut, complètement plate, aucune respiration par la narine droite avec une déviation de la cloison nasale. La disjonction a été faite et j'adresse le patient à l'ORL pendant la disjonction et il me dit, moi je ne comprends pas parce que tu as fait une disjonction, mais du coup, moi, ma narine droite, elle fonctionne. Donc, refais-moi un ConBeam. Donc, j'ai refait un ConBeam, ce qui ne m'arrive jamais, c'était à la demande de l'ORL, de façon à ce qu'on puisse voir les orifices piriformes et les cavités nasales. Eh bien, voilà, en post-traitement, la déviation de la cloison s'est résolue par la simple disjonction médicale et les 2 narines fonctionnent maintenant de façon totalement homogène. Donc voilà, le syndrome apnée du poème, c'est
une origine plurifonctionnelle par du surpoids, mais surtout par une dysmorphose antéro-postérieure et transversale. C'est l'axe de prise en charge primordial. L'expansion maxillaire chirurgicale chez l'adulte peut être envisagée. Il faut savoir qu'à partir de 12 ans, moi je le préconise chez les enfants parce qu'on a bien meilleurs résultats que par un traitement orthopédique seul à partir de 12-13 ans. Il n'est pas rare ce syndrome, il faut savoir le dépister, savoir interroger les parents sur ce bruit d'air dans le nez, sur ces sueurs nocturnes, sur le troisième qui est le drap ou la couette complètement défaite. Voilà les 3 grands facteurs à rechercher. Les symptômes y penser, surtout le traiter car il est en train de former son cerveau et cette apnée peut avoir des conséquences irréversibles sur l'aspect cognitif de l'enfant. Donc on est sur une urgence médicale. Et puis savoir passer à la chirurgie quand les enfants sont un peu plus grands, sans aucun problème. L'importance de la multidisciplinarité, on a parlé d'ORL, on a parlé de la rééducation, voilà, on ne peut rien faire tout seul, c'est une équipe qui va soigner l'enfant et qui va faire en fait qu'il puisse respirer normalement par le nez et donc dormir normalement sans apnée. Je vous remercie de Merci. Merci beaucoup, Dr Kerbrat. Votre conférence a passionné notre auditoire qui a de nombreuses questions. Je laisse le Dr Bergeron transmettre ces questions avant de pouvoir passer à la dernière conférence de la journée. Parfait, très bien. D'abord, je veux remercier le Dr Kerbrat d'avoir pris le temps de nous expliquer des choses qui le passionnent et on sent bien que les SAO, ça fait partie de l'orthodontie, c'est quelque chose qu'on doit prendre en charge. Et j'aime bien ces réflexions de dire la dent, c'est pas important. Et moi, je dis tout le temps, en tant qu'orthodontiste, le plus important, c'est pas la dent. Parce que mon professeur me disait que c'était un compensateur et finalement, le morphi, si le fonctionnement marche bien, on comprend bien que ce soit la respiration, mais aussi cette importance qu'a dit le docteur Kerbrat, c'est-à-dire que finalement, si la morphologie n'est pas bonne, on n'arrivera pas à rééduquer, à respirer. Donc, il faut trouver cette morphie morphologique. Alors, donc moi, j'ai une question, parce que nous, en fait, sur les enfants jeunes, moi, je me suis aperçu de quelque chose, c'est-à-dire que j'ai posé des disjoncteurs, enfin, moi, je fais du quadrillix, du disjoncteur pendant des années. Bon, après, je traitais tard, c'est-à-dire que essayer des bacs, par exemple, chez un enfant entre 3 et 4 ans, c'est un petit peu plus complexe, il a du mal à ouvrir la bouche, il peut toujours l'avaler, il y a des choses difficiles. Mais surtout, chez l'enfant, en fait, les choses sont tellement malléables que j'ai l'impression que, par exemple, des fois, quand on est en train de restructurer la morphologie, quand on s'appuie, donc, par exemple, avec une plaque ou quelque chose chez l'enfant très jeune, en fait, on a aussi un appui sur ses muqueuses, parce que je pense qu'en fait, on pense toujours aux dents, maintenant, là, on est sur l'os, et en fait, j'ai l'impression qu'il est encore plus long de fabriquer la muqueuse, mais c'est impressionnant de voir qu'en fait, que quand on fait grandir un enfant, on fait grandir l'os, et là, je suis d'accord qu'il ne faut pas compenser les dents, ce serait du délire. Et j'aime bien que tout le monde est d'accord dessus. Et en fait, on a aussi ces muqueuses qui sont des fois un petit peu récidivantes. Mais vraiment, j'adore cette histoire qu'on est passé du sens antérieur orthodontiste au sens transversal. Et je pense qu'on va aussi passer au sens vertical. Et donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça sur le très jeune enfant. Chez le très jeune enfant, il faut savoir qu'un disjoncteur ou un quadrillix, ça donne à peu près les mêmes résultats parce que la suture est tellement malléable qu'un simple quadrillix donne des disjonctions. Le message que je veux faire passer, c'est qu'un disjoncteur, une plaque palatine, un quadrillix, ça appuie sur la langue. Donc, pendant le traitement, on fait des apnées de façon iatrogène. Donc, le but, c'est d'avoir le traitement le plus rapide possible pour mettre la langue au palais le plus vite possible. Et moi, le disjoncteur, chez moi, il manque 2 mois, uniquement 2 mois. À 2 mois, il est enlevé exactement comme un plâtre pour une fracture. 6 semaines, pas plus. Ce qui fait que je rééduque l'enfant immédiatement, il pose sa langue au palais. Si on a quelque chose qui, pendant 6 mois, 1 an, prend de la place au niveau du palais, on perd toute l'action morphologique linguale sur le palais et c'est quand même la langue qui nous maintient l'espace transversal. Plus la langue est au palais, plus il va respirer par le nez, plus il respire par le nez, plus la langue est au palais. Conclusion, il ne faut pas d'interférence orthodontique avec ça, d'où ma réticence sur les plaques palatines et ma réticence sur les quadrillix laissés très longtemps. Il faut savoir que à chaque fois que je suis appelé en urgence par l'équipe de pneumologie pour un enfant qui est bien plus mal après un traitement orthodontique qu'avant, il a toujours en bouche quelque chose qui lui prend de la place et qui plaque la langue en bas. Vous l'enlevez et d'un seul coup, il va beaucoup mieux. Donc là… Alors, je pense que c'est intéressant dans le problème d'apnée, si tu veux, qui est déjà un syndrome qui est grave. Et après, ce sera l'intérêt aussi de nos congrès et de nos débats, parce que là, moi, je ne partage pas l'avis, parce que je suis persuadé au contraire que psychologiquement, l'enfant jeune, en ayant posé plus de 5000 pratiquement de ces appareils,
et des disjoncteurs quadéliques. Ce sera l'intérêt du débat de voir la psychologie. En fait, il y a aussi le risque et l'attention. Donc, je pense qu'en cas de maladie, comme on parlait tout à l'heure des amygdales, c'est-à-dire que quand l'enfant est malade, et là, pour revenir au sujet du SAOS, je pense que le SAOS est vraiment une maladie et que c'est une détresse respiratoire qui peut amener des dangers. Et je pense que c'est quelque chose de grave et je suis content que le monde entier des orthodontistes passe dessus. Et ensuite, pour l'appareillage, je suis plus un peu comme le dit Patrick, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a d'appareillage miracle. Il y a des praticiens qui doivent faire un vrai examen clinique et qui doivent trouver l'appareillage qu'ils pensent le plus adapté. Et réellement, moi, je ne peux pas partager, mais je comprends aussi qu'il y ait des disjoncteurs, qu'il y ait des quadrix, parce que les gens ont leurs habitudes et leur habitude de cabinet. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est que l'enfant il se sente mieux et qu'il soit mieux. Alors, je pense qu'on va réagir sur une question tout de suite par rapport à ça. De quelqu'un, d'abord, on a une question sur l'énuérésie. Alors, il y a quelqu'un qui nous pose la question en nous disant l'énuérésie, comment je peux expliquer qu'est-ce que c'est réellement l'énuérésie? C'est uriner sans s'en apercevoir la nuit. Donc, effectivement, au début, c'est normal. Vous commencez à avoir les réflexes qui font que vous urinez le soir au coucher et le matin. L'enfant n'urine plus la nuit, n'a plus de couche, appelons ça. Et puis, un an plus tard, ça revient. Ça, c'est pas normal. Et lors de l'apnée du sommeil, vous avez une perte du contrôle, ce qui fait que l'enfant peut uriner dans son lit. Voilà un très bon signe. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en traitement validé par la recherche et les études cliniques, seul le disjoncteur a eu valeur, j'allais vous dire, formelle. Dans la paix. Mais chez un tout petit à 3 ans avec une empreinte optique, avec un disjoncteur sur gouttière, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun problème psychologique. L'enfant le supporte très bien, c'est en faisant 2-3 mouvements. Alors pour nous, on n'a pas de problème parce que vraiment, on utilise tous les appareils. Et dans la société, en fait, je pense que c'est vraiment l'intérêt d'une société scientifique, et on l'a bien vu à travers le Froggy Mouse, la rééducation fonctionnelle, c'est que vraiment l'appareillage n'est qu'un moyen. Il ne peut pas être la solution optimum parce qu'en fait, chaque praticien a ses habitudes qu'il faut malheureusement respecter parce qu'il a aussi un cabinet et des indications, et qu'après, il y a une facilité par rapport à l'enfant que chacun maîtrise. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le SAOS ou les ronflements nocturnes et les grincements des dents fréquents chez les enfants? Alors, SAOS et ronflement, oui, bien évidemment, puisque le ronflement est le premier signe à rechercher. Grincement de dents, c'est là beaucoup plus compliqué, mais ça signe un sommeil un peu pathologique. Donc oui, on peut en avoir, mais ce n'est pas pathognomonique. Par contre, le ronflement et apnée, là, par contre, le lien est formel. Ok, bon, Jean-Baptiste, merci encore pour cette conférence et ces indications. Je pense que la sémiologie, tous ces signes cliniques, tous ces recherches en fait de mots qui sont des mots en fait font dépister quand même le SAOS qui là n'est plus une dysmorphose, mais on pourrait dire pratiquement maintenant que c'est une maladie. Elle est diagnostiquée comme maladie. Elle comprend aussi une codification très spécifique orthodontique, puisque la disjonction pour SAOS existe, vous le savez, dans la nomenclature, avec un TO 180 spécifique. Donc, quand le patient vient avec une lettre d'ORL ou pédiatre disant il a un syndrome, l'index capté est de temps, on n'est plus du tout dans un traitement orthodontique, on est dans un traitement médical d'une urgence respiratoire.